Et là, je me prépare, c'est les dernières minutes. Il y a le juge officiel, qui est un juge international CMAS, qui est venu spécialement pour l'occasion, Antero Jockey, hein, qui est venu d'Allemagne spécialement pour l'occasion, me donne le compte à rebours par rapport au top officiel. Et voilà, et moi je suis dans l'eau, je ventile, je me prépare et concentré. Et, euh, et voilà, au top 0, je prends ma dernière inspiration et j'ai entre le top 0 et le plus 30 pour partir, j'ai 30 secondes. Voilà, puis je me gonfle et je pars à peu près à plus 20 environ. Donc, j'ai mis 20 secondes à me gonfler. Et là, je pars et puis je pars pour ma perf. Donc j'ai un câble, j'ai une ligne de vie au-dessus de moi et j'ai un câble guide en dessous de moi qui me permet de savoir où aller et de ne pas me perdre sous la glace. C'est intéressant pour un apnéiste d'habiter à Paris ou pas? Oui, oui, moi j'ai habité à Paris il y a longtemps avant de déménager à Nice, mais ça y est, j'habite à Nice maintenant, mais là je suis sur Paris. Ok, ok. Bon, déjà, je te remercie hein, d'avoir accepté l'invitation. Je pense que tu es très sollicité en ce moment. Pas de souci, avec plaisir. Et donc, l'émission, elle s'appelle Un autre regard. C'est sur les thérapies et les modes de vie alternatifs. Et ce que tu fais, pour D'accord. moi, c'est de la thérapie et c'est un mode de vie alternatif. Donc, pour moi, ça rentrait dans ce cadre-là. Et Mhm. j'imagine bien que l'apnée, c'est une thérapie pour toi dans ta vie. Tout à fait, exactement. Je fais juste un petit rappel. Donc, tu es multiple champion du monde d'apnée dans différentes disciplines. Oui, Le dernier exploit que tu as fait, c'est de battre le record d'apnée dynamique sous glace dans une eau à ouais, 0,4 degrés sur une distance de 105 mètres en slip de bain. exact. L'année dernière, tu l'avais fait, mais avec combinaison, c'est ça? Exactement. Est-ce que le prochain record, et c'est ma première question, tu le feras tout nu? Non, il y a peu de chance. Je me suis dit, si tu pousses le bouchon à chaque fois un peu plus loin, est-ce que c'est un objectif, quoi? Non, non, mais ouais, c'est exactement ça. C'était un projet de double tentative de record du monde d'apnée qui s'est donc étalé sur 2 ans. Mhm. Une première tentative l'année dernière qui s'est soldée par une réussite, hein, du coup, parce Mhm. que voilà, j'ai fait ce que je voulais faire. Donc, j'ai nagé 120 mètres à la brasse avec une petite combinaison, qui Mhm. n'était pas très épaisse d'ailleurs. Et puis cette année, l'idée c'était de faire le même exercice mais sans combinaison. Donc là, il y avait un record à prendre à 105 mètres. Donc j'ai nagé 105 mètres sous la glace d'un lac gelé au Canada. Et je vois que en fait, le dernier checkpoint, il est bloqué déjà à 105 mètres. Tu te dis pas à ce moment-là, je peux essayer de faire plus ou c'est 105 mètres qui est fixé. Ouais, c'est 105 mètres, ouais, ouais, parce que j'annonce, quand on fait des records sous glace, c'est comme en profondeur en apnée, on annonce une performance à l'avance et on doit se tenir à cette performance. On peut faire moins, mais on peut pas faire plus. En profondeur, c'est exactement pareil. Il n'y a que en apnée dynamique, en piscine, où on peut partir et puis faire ce qu'on veut, entre guillemets, quoi. Tant que Mais tu peux faire des longueurs, on te laisse, quoi, c'est ça? exactement. Ok, En sous-glace ou en profondeur, c'est une performance qu'on annonce à l'avance. Et puis, on doit s'y tenir. ok. Mais c'est logique parce que on va pas mettre un câble à 350 mètres de profondeur pour quelqu'un qui a 80. C'est beaucoup trop dangereux. Il faut qu'on puisse avoir quelque chose qui arrête le plongeur en cas de perte de connaissance, hein. Hmm. Il faut qu'il y ait quelque chose qui arrête le plongeur sur le câble parce qu'on est longé au câble, hein, quand on descend. Sous glace, ben, on va pas creuser des trous et faire des tonnes de glace sur 500 mètres. Donc c'est beaucoup trop de boulot, beaucoup trop de logistique. Donc non, on annonce une performance et on construit le track uniquement sur la longueur que j'annonce, quoi, un peu plus. Ok, Parce que c'est un boulot tellement énorme je comprends. que voilà, il faut pas, voilà, faut pas délirer là-dessus et il faut voilà, annoncer quelque chose qu'on se pense capable de faire et puis le track est construit en conséquence. Tu te sentais capable de faire plus? Bah pour le coup, non. En plus, c'était c'était parfait par rapport à ce que moi je pouvais faire. Donc, Ouais, je sais pas, c'est beaucoup les marathoniens qui me disent ça. Tu t'entraînes jamais à faire 42 km, tu t'entraînes à faire du 10, du 15, du 20 parfois, et c'est vraiment le jour du ouais. marathon que tu fais tes 42. Et souvent, les gens ils me disent, moi, si je pars de chez moi et j'ai fixé
12 km, il me dit, je ne pourrais pas en faire 13 parce que j'ai déjà Ouais. fixé ça dans ma tête. Est-ce que ça peut être un peu similaire pour toi si tu te fixes tant de mètres? Non, pas du tout. Nous, c'est beaucoup plus physiologique et physique hein, que uniquement mental. Hein. Même si le sport, l'apnée, c'est un sport qui est très très mental. Pour le coup, sous la glace, dans l'eau gelée, sur des grosses performances, il y a aussi une composante, il y a aussi une limitation physiologique qui existe. Hein, et donc là, c'est surtout ça, ouais, le facteur limitant. Ouais. Et en fait, ce qui m'intéresserait beaucoup que tu puisses partager, si tu es OK, c'est un peu ton parcours de préparation, tout le process sur les différents plans. Par exemple, sur le plan physique, je sais que tu as dû prendre du poids. J'imagine qu'il y a des exercices bien spécifiques que tu fais. Sur le plan respiratoire, est-ce que tu te fais du pranayama, des inversions, des choses comme ça? Et sur le plan mental, toute la préparation mentale, style méditation, yoga. Si tu serais d'accord qu'on se fasse un peu ces trois axes sur ta préparation à l'exploit, quoi. Bien sûr. Ça te va? Donc physiquement, Oui, déjà, si on peut commencer par ça, je sais que tu as dû prendre 10 kilos. 10 kilos. Alors, oui. ce n'est pas 10 kilos de muscle en plus, je pense que tu avais besoin d'une réserve de gras pour faire ce challenge. Exactement. J'ai pris près de 10 kilos En combien de temps? pour ce record. Assez rapidement, hein, je sais pas, en 6 mois, quoi, 5-6 mois. Quoi. Ça a été assez vite. Et oui, c'était voulu, hein, bien sûr. Après, c'est pas très très dur dans ce sens-là, ça va. C'est la question. C'est plus dur dans l'autre sens. Est-ce que c'était 10 kilos de mange ce que tu veux pour juste prendre 10 kilos ou est-ce que c'était un régime spécifique? Non, il faut quand même essayer de favoriser des graisses plutôt saines. Euh, mais même quand on mange des graisses saines, ça se finit toujours en gras derrière. Hein. C'est juste que c'est moins mauvais pour la santé. Ça se transforme toujours en gras derrière, hein, même si Alors, même si tu te gaves d'avocat plutôt que de te gaver de pain au chocolat, tu vas générer moins de triglycérides, mais tu feras quand même du fat au final. Hein. Donc, bah, après, ça dépend à quoi est associé le gras. Sur des régimes cétogènes ou les régimes carnivores que je vois certains faire où ils consomment, ah oui, eux, oui. que du gras, ils n'ont pas de masse grasse pour le coup, quoi. Non, 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 mais moi j'ai une alimentation équilibrée, c'est-à-dire qu'il C'est y a ça. Donc, il y a un de apport tout. de glucides, bien sûr, Mm. glucides, lipides, protéines. Et quand t'es pas sur une diète cétogène et que tu manges et que tu Le apportes, gras, enfin, ouais, tu as un apport en lipides plus conséquent, important que nécessaire ou que la normale, et ben, tu stockes en gras. tu vas le stocker. Ouais. Donc, même si c'est des glucides complexes et des bonnes graisses, de toute façon, s'il y a un excès, ça Mm. se stocke en gras derrière. Les autres, Si la balance calorique est mm. positive en fin de journée, eh ben, tu feras du gras. Les autres performeurs, ils suivent le même type de régime quand ils font ça sous glace? Alors, bah, si tu vois un peu tous les ice swimmers, par exemple, tous ceux qui font de Mm. la nage hivernale, Mm. ouais, c'est tous des beaux bébés quand même. Mm. Ils sont plutôt gras, hein, mais bon, c'est normal, c'est obligatoire pour faire ce genre de choses. Tu regardes tous ceux qui traversent la Manche à la nage ou qui font l'ice mile ou qui font de la nage hivernale, voilà, c'est quand même, voilà, il y a quand même, tu vois, qui sont assez gras. Après, chez les apnéistes, non, c'est absolument pas une composante. Au contraire, c'est plutôt des gens assez fit dans l'apnée à haut niveau. Et pour l'apnée sous glace, en l'occurrence, bah, tu sais, on est tellement peu que c'est difficile de faire des statistiques là-dessus. Je sais pas, on est une dizaine dans le monde à faire ça, donc Ok. il y a pas vraiment de statistiques par rapport il y a pas de statistiques à faire par rapport à l'apnée sous glace, quoi, sans combinaison. On est trop peu nombreux, c'est trop niché pour pouvoir dégager des tendances sur les morphotypes, quoi. Mais en tout Mm. cas, ce qui est sûr, c'est que moi, sur mes séances d'acclimatation au froid, que je faisais 3-4 fois par semaine pendant les 2 dernières années, sauf l'été, bien sûr, mais du coup, pendant les 6 derniers mois, de manière intensive, si je voulais pas trop me fatiguer sur ces programmes d'entraînement, il fallait obligatoirement que je prenne un peu de gras parce que Mm. sinon c'est la porte ouverte à des accidents, à tomber malade, à une fatigue extrême. Voilà,
c'est un surentraînement. Donc, voilà, il faut faire attention parce que je faisais quand même des séances d'acclimatation au froid 3-4 fois par semaine, dans une eau pendant 10 à 20 minutes, dans une eau qui allait de 8 à 3 degrés, quoi. Donc, C'est ce que j'ai vu. Est-ce que finalement la différence entre la température à laquelle tu t'entraînais et le jour du record, c'était une grosse différence? Parce que c'est quand même 3-4 degrés de différence, non? ouais, bah, il y a eu une grosse différence parce que moi, je m'entraîne à Nice. Donc, les, les piscines extérieures à Nice en hiver, elles descendent à 4 degrés, voilà, 3-4 degrés minimum, mais elles vont pas au-delà, c'est-à-dire qu'elles descendent pas plus bas. Donc, je m'entraînais dans une eau qui était entre 3 et 4 degrés, mais ce qui est déjà considéré comme une eau glacée, hein. Hum. L'eau glacée, c'est moins de 5 degrés, c'est ce qu'on dit en général. Donc, c'est 5 degrés ou moins. Donc, Donc, j'étais déjà dans une eau glacée et hum. se faire des sessions de 10, 20 minutes, 10 à 20 minutes, 3-4 fois par semaine dans de l'eau glacée, c'est quand même très, très impactant. Même si elle n'est pas à 1 et qu'elle est à 3 ou 4, c'est quand même très impactant. Et du coup, le régime alimentaire doit être obligatoirement adapté pour ce genre de préparation. Donc, les 10 kilos, tu les as pris bien avant le record, quoi. Non, non, ça s'est fait sur les 6 mois qui ont précédé le record, quoi, à peu Ok. près, quoi. Et là, tu m'as dit que c'est plus dur de les perdre. Non, non, ça va aller, ça va aller. Je vais reprendre ma routine. J'ai déjà repris ma routine là, alimentaire. Ok. Donc, non, non, ça devrait sécher assez vite. Et puis, voilà, je vais reprendre l'entraînement aussi. Là, je fais quand même une petite pause de 2-3 semaines où je lève un peu le pied. Donc, je vais juste m'entraîner 1 ou 2 fois par semaine, on va dire. Et puis, voilà, d'ici quelques temps, je vais reprendre un programme d'entraînement sérieux avant l'été, là, pour pouvoir être bien cet été en profondeur Hum. et pour pouvoir progresser un peu en profondeur. Et donc, ouais, je vais reprendre ma diète, mon programme d'entraînement. Tout devrait rentrer dans l'ordre assez vite. Donc, le prochain objectif, c'est s'améliorer sur de la... Enfin, je dis s'améliorer, je sais pas, mais c'est sur de la profondeur, c'est ça? Il n'y a pas vraiment d'objectif sportif à court terme. S'il y a un objectif sportif qui se dégage, effectivement, ce serait soit de progresser en profondeur, soit d'imaginer, mais c'est vraiment une option lointaine, reprendre un record du monde d'apnée sous glace en combinaison avec monopale. Ok. Parce que je l'avais en 2017, il a été battu par Alexei Molchanov il y a 2 ans. Hum. Hum. J'avais fait 175 mètres, il a fait 180. Donc l'idée, ce serait que je reparte à l'assaut de ce record. Donc là, c'est avec combinaison et avec palme, hein, sous la Monopale? glace toujours. Monopalme, ouais, bien sûr. Hum. Donc ça, c'est un objectif lointain, mais je dirais qu'à plus court terme, c'est d'essayer de progresser un peu en profondeur. Ouais. Et puis après, les projets que j'ai sont surtout c'est surtout des projets de communication, hein, que j'ai avec, Hum. avec mes partenaires et notamment des projets aussi de découverte, des projets passion, quoi, on va dire, de découverte, hein. Donc, que je suis en train de monter en ce moment, ouais. Notamment une série Ok. documentaire, notamment des projets avec mon partenaire Audi aussi, qu'on est en train dont on est en train de parler actuellement, quoi, voilà. C'est un peu une question que j'avais pour tout à l'heure, mais je te la pose maintenant. C'est vrai que quand un apnéiste commence à gagner sa vie, en fait, quand il fait que ça. C'est compliqué, déjà. C'est compliqué. Après, c'est compliqué, mais à tort, bien sûr, hein, parce que Hum. bah, de toute façon, c'est quand même en train de changer déjà, Hum. mais les marques sont en train de commencer à se rendre compte du potentiel de communication énorme qui est derrière ce sport, les médias aussi, et pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, ce sport fascine le public, Hum. hein. C'est-à-dire que tu parles d'apnée, tu parles de tir à l'arc, d'escalade ou de saut à la perche, les gens sont contents, ils disent bravo, c'est bien mon gars, mais quand tu parles d'apnée, tout de suite, c'est explique-moi, je veux tout savoir, quoi. Hum. Comment ça fonctionne, comment ça marche, comment Hum. tu t'entraînes, pourquoi tu fais ça, comment tu tiens aussi longtemps, qu'est-ce que ça fait au corps, à la tête, à l'esprit, machin. Il y a une fascination derrière ce sport que on a la chance d'avoir, voilà, une Hum. magie qui entoure notre sport, qu'ont pas forcément d'autres sports pour qui j'ai tout autant de respect, hein, mais pour lesquels j'ai tout autant de respect, mais c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir une espèce de magie qui se dégage de ce sport et qui est hyper prenante. Et c'est vrai que l'apnée a un impact énorme auprès du public pour ça. Hum. Et ça, les médias l'ont déjà un peu compris et le comprennent de mieux en mieux. Et certaines marques l'ont déjà très très bien compris. Et de plus en plus de marques, voilà, le comprennent et nous prennent comme modèle, comme égérie, communiquent avec nous à travers des projets,
nous font intervenir dans des conférences sur la prise de risque, la confiance en soi, tu vois, le dépassement de soi, etc. Donc, il y a voilà, même en management, il y a pas mal de passerelles à faire. Beaucoup de passerelles aussi avec d'autres sportifs sur des expériences de baptême d'apnée, des expériences de relaxation par la respiration, de gestion du stress, etc. Et aussi beaucoup d'impact évidemment de l'apnée sur la physio d'une manière générale, donc des trucs aussi très très positifs par rapport à d'autres disciplines. Donc c'est pour ça que voilà, je commence à travailler aussi avec d'autres athlètes pour intégrer des phases, enfin des séquences d'entraînement en apnée dans leur préparation générale. Pour tout ce qui est transport de l'oxygène, tolérance au CO2, tolérance au lactique, préparation mentale aussi, bien sûr. Voilà. Enfin, il y a des passerelles très intéressantes. Et voilà, en fait, tout ça est en train de, se mélanger, de monter à ébullition. Oui, bien sûr, les athlètes à apnée à haut niveau sont plutôt en train d'exploser en termes de visibilité, C'est ça. que ce soit médiatique ou de représentation avec des marques. Et ça va plutôt dans le bon sens. Ouais. Mais c'est sûr que voilà, c'est quelque chose où on compile entre une activité de conférencier, une activité de producteur de contenu, une activité aussi d'influenceur, hein, disons-le clairement, sur les réseaux sociaux, une activité aussi d'égérie de marque pour des sponsors. Voilà, il y a vraiment, c'est un mélange de plein de choses. Oui, c'est pas la compétition qui te fait gagner ta vie, quoi. Non, pas du tout. Ça, jamais, et ça n'a jamais été le cas, et ce sera pas avant un bon moment, je pense. Oui, donc tant qu'un événement n'est pas surmédiatisé, ça ne peut pas gagner beaucoup d'argent. Tant qu'il n'y a pas de régie publicitaire sur des compétitions d'apnée, c'est ça. Ça ne fonctionnera pas. Ok, donc ouais, c'est beaucoup de partenariats, et comme tu dis, il y a beaucoup de passerelles à faire, c'est sûr, que ce soit dans le monde du sport ou même du travail, ça peut être très intéressant. Ouais. Tout à fait. C'est quoi les exercices physiques? C'est vrai qu'on s'est un peu, je t'ai envoyé sur autre chose, mais les exercices physiques, en tout cas pour ce record que tu as mis en place, en plus de la nage en eau froide, c'est-à-dire l'entraînement même. Beaucoup d'apnée, beaucoup d'entraînement en apnée, en bassin, de temps en temps un peu de profondeur en mer, mais plutôt plus pour le plaisir. C'est surtout voilà, beaucoup d'apnée dynamique en bassin, hein, avec mon coach Guillaume Lescure qui nous fait les séances. Voilà, je m'entraîne aussi pas à Nice, notamment avec Guillaume Néry d'ailleurs, qui est mon camarade d'entraînement avec d'autres. Et on se retrouve voilà, au CIPA à Nice, le Centre international de plongée en apnée, où on s'entraîne tous ensemble en bassin, en piscine, en apnée dynamique. Ça, c'était voilà, en moyenne 3 fois par semaine, voilà, 3 entraînements par semaine. Donc 3 à 4 immersions en eau froide aussi à côté, sans faire d'apnée, hein. Donc, vraiment pour l'acclimatation au froid. Ça, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et après, avec ça, évidemment, de la préparation physique, donc, qui inclut du cardio et de la musculation. Et de la natation, bien sûr, de la natation, notamment en mer. Est-ce que la souplesse, ça fait partie, genre de l'étirement, du stretching, ça fait partie, ou du yoga, ça fait partie de ta routine? Un petit peu, ça devrait l'être plus en tout cas, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. La souplesse thoracique, on l'a de toute façon, ne serait-ce qu'avec ce qu'on fait en bassin 3 fois par semaine. Je veux dire, on ventile tellement et on utilise tellement on utilise tellement d'amplitude ventilatoire que par la force des choses, de toute façon, on s'assouplit au niveau de la sphère thoracique et abdominale, même, je dirais. Donc, il n'y a pas, en tout cas au niveau thoracique, moi je ne fais pas d'étirement en plus. Okay. Après, je m'étire notamment au niveau de l'ouverture de hanche, les ischios, etc., pour essayer d'améliorer ma souplesse à ce niveau-là. Parce que si j'ai bien un point faible, c'est plutôt là. Parce que le haut, comme je viens de te dire, est plutôt vraiment souple. Franchement, j'ai une grosse souplesse thoracique, épaules, thorax, dorsaux, diaphragme, intercostaux, sternum, tout ça est plutôt hyper souple. Et c'est plutôt sur voilà, le bas de corps où j'ai du travail à rattraper là-dessus. Donc, je m'entraîne, je m'étire plutôt bas de corps. Ouais.
Dans ton équipe qui t'a suivi, je sais que vous étiez presque une trentaine. Est-ce qu'il y a kiné, ostéo, médecin? Alors, médecin, j'imagine que oui, mais kiné et ostéo, par exemple? Oui, bah, j'ai un médecin, j'ai un cardiologue qui me suit qui est à l'INSEP, hein, docteur François Raoult, qui est cardiologue pour l'INSEP et qui suit plein de sportifs, voilà, donc avec qui on a mis en place un protocole de suivi sur 2 ans, voilà, avec du monitoring médical qui a été fait une fois par mois à Paris. Et je suis évidemment accompagné d'un kinéostéo, Vincent Pouillet, qui est Ok, kinéostéo de l'équipe de France d'apnée et de nage avec palme, ok. qui me suit un peu dans toutes mes aventures depuis 2-3 ans là. Et qui lui aussi nage en eau froide d'ailleurs, donc c'est aussi un Ok. camarade d'entraînement sur tout ce qui est acclimatation au froid. Ouais. Oui, donc il comprend vraiment ce que tu vis. Ouais. On a parlé de la bouffe et de tes entraînements physiques. Au niveau respiratoire, je te voyais dans une interview donc donner cet exercice où tu gonflais énormément le ventre. Euh, je te voyais là respirer quand tu reprends ton souffle. Tu le reprends par la bouche. Je ne sais pas si tu t'en rendais compte, plus que par le nez. Est-ce que c'est une habitude pour toi de toujours reprendre par la bouche ton souffle? Oui, je respire plutôt par la bouche quand je travaille en apnée, parce que déjà, soit j'ai un pince-nez, soit j'ai un masque. Donc, Ça devient une on, habitude, quoi. on se ventile plutôt par la bouche. Après, je ne fais pas vraiment attention à ça. Pour moi, les bénéfices sont les mêmes, même sur les exercices de relaxation par la respiration que je mets en place, le programme que j'ai mis en place, que je divulgue d'ailleurs à travers des workshops assez régulièrement. En général, j'impose rien aux gens. C'est vraiment comme ils veulent. Voilà. S'ils sont plus à l'aise en inspirant par le nez, en soufflant par la bouche, ils s'adaptent comme ça. S'ils veulent tout faire par la bouche, ils le font par la bouche et puis ça ne me pose aucun problème. Notamment pour moduler le débit d'air, parce que je fais beaucoup d'exercices avec de la modulation de débit, donc c'est-à-dire que ce soit de la cohérence cardiaque ou de la ventilation au carré ou ce genre de choses. Donc quand il faut moduler le débit d'air sur 20 secondes, par exemple, c'est très très difficile de le faire avec la gorge en inspirant par le nez. Donc je suggère à mes participants de plutôt le faire avec la bouche, ce qui est plus confortable en tout cas, moi je trouve. Ok. Et tu conseilles en général, toi, de plutôt gonfler le ventre plus que la cage thoracique, c'est ça? C'est plutôt du complet, en général, que je préconise, c'est-à-dire ventre et partie Et après, thoracique. hein. Ok. Et voilà, alors surtout, évidemment, gonfler de bas en haut, ça c'est très important. Donc d'abord la partie ventrale, puis la partie thoracique ensuite. Et le vidage, de manière uniforme, je n'impose rien sur le vidage. C'est surtout le gonflage qu'il faut faire de bas en haut, selon moi, c'est très important. Oui, vidage, c'est rentrer le ventre et faire sortir le plus d'air, quoi. Exactement. Une question, est-ce que tu as déjà fait de l'inversion sur une table d'inversion ou bien des postures d'inversion? Du diaphragme, tu veux dire? Bah, en fait, mettre tout le corps en inversion, puisque c'est une technique qui est utilisée en yoga, ou moi je l'utilise avec des patients sur des tables d'inversion, puisque ça procure une détente du diaphragme assez intense, vu qu'il y a le poids des viscères qui tombe en fait sur le diaphragme. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire ça? Ouais, sur ballon, oui, bien sûr, sur ballon, sur medicine ball, oui, ça m'arrive régulièrement de le faire. Ouais. Sur Medicine Ball, mais pas vraiment les pieds en l'air et la tête en bas 180. Non, non, non. Ce que tu ressens finalement en plongée en profondeur, j'imagine. Donc, Ça doit sûrement ressembler à ça, mais non, non, j'ai jamais testé. Je savais même pas que ça existait des tables d'inversion, tu vois. bon, je t'enverrai un lien. Ouais, c'est sur les gens qui ont du mal qui ont des petites capacités respiratoires, en général, ça aide à détendre énormément le diaphragme. Ouais. Le diaphragme, ouais, j'imagine, ouais, bien sûr. Non, non, je fais pour travailler la souplesse du diaphragme, c'est des exercices de ventilation et aussi des rétroversions du diaphragme, donc Uddiyana Mm. Bandha. Mm. On pratique beaucoup en apnée. Tu arrives à faire la vague et tout? Oui, 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 ça va. Ouais. Ouais, Ok. ouais, c'est pas très compliqué. Dès qu'on a compris le système, c'est pas très très compliqué comme technique. Pour toi, c'est quoi le plus dur sur tout ton entraînement? Est-ce que c'était l'aspect physique? Pour l'aspect respiratoire, j'ai compris que c'est une facilité pour toi puisque tu le fais depuis longtemps. Ou c'est l'aspect mental de devoir se dépasser pour supporter le froid? Sur la préparation, le plus dur, ça a été l'apnée en eau glacée. C'est la conjugaison des deux. Ok. C'est-à-dire que l'apnée n'était pas forcément le plus dur. Le froid,
C'était compliqué, mais en tout cas, l'apnée en eau très froide, c'était vraiment le spécifique qui était le plus compliqué pour moi à gérer. Et notamment les réactions physiologiques intenses qui déclenchent quand on fait des apnées prolongées en eau glacée, euh, qui sont assez violentes et assez impressionnantes parfois. Donc, c'était surtout ça le plus difficile à gérer pour moi. Et oui, à l'exercice en lui-même, parce que franchement, c'est quand même, oui, c'est assez difficile. Ouais. À la sortie de l'eau, enfin, on te voit dans un grand moment de, je n'ai pas envie de dire de solitude, mais pendant 2-3 minutes, c'est, il y a quoi qui passe dans ta tête à ce moment-là En fait, quand tu sors? quand je sors d'une apnée très très longue en eau glacée comme ça, il y a ce que j'appelle, moi, un phénomène d'inertie physiologique, c'est-à-dire que le corps réagit encore pendant quelques minutes après. C'est-à-dire que le corps se remet du traumatisme et du stress Hum, métabolique du stress physiologique qu'il vient hum, de subir. Et donc, euh, et donc, pendant quelques minutes, on peut avoir encore des symptômes. On peut avoir des symptômes très désagréables qui montent et qui n'étaient pas forcément là dans l'eau d'ailleurs, mais qui arrivent vraiment après. Donc, il y a vraiment un phénomène d'inertie. Euh, ça va être, euh, Ça va être des arythmies cardiaques, par exemple, des vertiges, sensations de malaise. Voilà. Et je parle pas du tout de l'after-drop, hein, qui est encore autre chose. Ça, hum. c'est lié à l'hypothermie, et ça, je connais bien, il n'y a pas de souci avec ça. Ça, c'est vraiment un truc que je gère sans aucun problème. C'est vraiment lié aux apnées très très longues en eau glacée. C'est pas lié à l'eau glacée, c'est pas lié à l'apnée. C'est vraiment lié uniquement à une conjugaison des deux, où il va y avoir voilà, une inertie physiologique liée, selon moi, aux réflexes d'immersion qui sont très très intenses dans l'eau glacée en apnée, liée aussi à l'hypoxie, sûrement, et liée aussi à l'hypothermie. C'est vraiment les trois phénomènes mis ensemble qui, en fait, voilà, en fait, tout ça, c'est une espèce de bombe que le corps encaisse. Et du coup, quand on sort et qu'on reprend la ventilation, que ça se remet à circuler, que les réflexes d'immersion diminuent, qu'on sort de l'eau, que ça vasodilate en même temps, etc., le corps, il prend cher. Il prend cher, et donc, du coup, pendant quelques minutes, on est assez atomisé. Et là, du coup, c'est pour ça que je sors, je m'assois sur la glace et pendant 2-3 minutes, j'attends de voir ce qui va monter, en fait, comme sensation. Et ce jour-là, en l'occurrence, il y a quasiment rien qui est arrivé. Bon, j'étais un peu sonné, hein, mais sans plus. Donc, ce qui veut dire que j'étais très acclimaté, très bien acclimaté au froid. Et que du coup, j'ai pas trop subi ce que je venais de faire, comme ça avait été le cas plusieurs fois déjà avant sur des séances d'entraînement, notamment à Chamonix, où je suis resté un mois avant de partir au Canada et où il y a eu il y a eu des apnées qui n'ont pas été faciles sur le ressenti juste après la perf. Quoi, ouais. Ouais, comme tu dis, vous êtes qu'une dizaine, c'est une niche ce que vous faites, et peut-être que les études sur ce type de performance, c'est-à-dire de longues apnées en eau froide, on ne connaît pas encore forcément toute la physiologie du Oui, corps, quoi. oui, clairement, on est clairement sur de l'expérimental hein, au Mm. niveau médical là, sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que ce que je dis souvent, c'est il y a pas 1 million de joueurs de tennis qui sont passés avant moi sur une foulure du poignet, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que on sait pas on sait pas quels sont les risques, on ne sait pas comment Mm. les prévenir, on ne sait pas comment intervenir si jamais il y a des accidents qui se produisent, et on ne sait pas quels accidents ça peut être potentiellement. Donc, on est clairement sur de l'inconnu, on est vraiment pionnier en terrain inconnu quand on fait ça, et c'est ça aussi qui ajoutait de l'appréhension, de la peur par rapport à ce qui pouvait se passer, et qui était aussi très très compliqué à gérer. Ouais. Est-ce que tu pourrais me décrire, disons, l'heure juste avant le record? Qu'est-ce que tu fais pendant 1 heure ou 2 heures? C'est quoi ta préparation à ce moment-là? Bah, il y a 2 heures effectivement de prépa avant un record comme ça, avec beaucoup de visualisation. Donc, je vais marcher sur le track, le long du track, et regarder
presque me regarder passer sous les issues de secours et vraiment m'imaginer toutes les sensations en temps réel. Je fais ça 2-3 fois, en fait. Je le fais aussi en bassin, en piscine. En mer, je le fais moins, parce que c'est plus difficile De louer l'hélico. de marcher le long du parcours. Donc en profondeur, j'ai moins cet exercice à faire. Mais en piscine et sous glace, oui, je marche vraiment le long du track et je me projette mentalement dans l'exercice qui va suivre. Ça, je le fais 2-3 fois. Ensuite, là, en l'occurrence, je me charge un peu en chaleur, c'est-à-dire que je vais dans une pièce chauffée. Là, en l'occurrence, c'était une tente chauffée juste à côté du lac, et dans laquelle il y avait un poêle à bois. Donc, j'étais dedans, il faisait bon, il faisait 35 degrés. Donc, là, vraiment, je me charge en chaleur, je me prépare, voilà, je m'équipe, maillot de bain, baudrier, longe, masque, bonnet, plomb de cou, voilà, je prépare vraiment tout mon matériel, montre, etc. Et après m'être bien chargé en chaleur, je sors de cette tente chauffée. Je vais sur une autre tente qui, elle, a été montée vraiment juste à côté du trou de départ. Et là, dans cette tente, je vais rester à peu près 1 heure. Alors, je suis vraiment là, le matériel que j'ai avec moi, c'est vraiment juste un poncho. Enfin, je suis habillé avec un jogging, un bon pull en laine. Par-dessus, j'ai un poncho. Je suis à l'intérieur d'une dry robe et à l'intérieur d'un duvet. Donc, vraiment, je suis complètement coupé du froid. J'ai des gants, voilà, j'ai une montre et là, un pince-nez. Et puis, je pars pour des exercices de ventilation et d'apnée sur environ 1 heure où je vais échauffer l'apnée. Donc là, c'est vraiment une séquence d'échauffement à l'apnée, en fait, hein, purement et simplement. Et tu as Je vais déjà ton passer à travers pince-nez. une... J'ai un pince-nez, oui, parce que c'est plus facile pour faire des exercices de Ok. ventilation et d'apnée d'avoir Ok. un pince-nez. Donc voilà, je fais ça pendant 1 heure. Je passe à travers différents exercices, une suite d'exercices en fait qui m'amène à être fin prêt pour la performance qui va suivre. Et ça dure à peu près 1 heure. Euh, Tu Au peux bout en d'une décrire heure, un, si ça t'embête pas, en décrire un exercice, par exemple? il y a de la cohérence cardiaque, il y a de la ventilation en carré sur différentes durées, il y a des enchaînements d'apnée en expi passive. Voilà, en gros, ce genre de choses. Il faut que je sature un maximum en CO2 et que je prépare aussi l'hypoxie. Voilà, donc Ok. c'est vraiment, je joue sur les deux filières, CO2 et O2. Ok. Donc voilà, je joue sur les deux filières, j'essaie de saturer un maximum en CO2 surtout. C'est ça qui est le plus important. Moi, je fais partie des apnéistes qui ont besoin d'échauffement, hein. On est vraiment très très différents, hein, selon les Hmm. athlètes par rapport à ça. Il y a des athlètes qui ne doivent surtout pas s'échauffer, et même pour qui ça peut être dangereux. Hmm. Moi, au contraire, si je m'échauffe pas, j'arrive à rien. Donc, je suis Ok. absolument obligé de passer à travers une longue phase d'échauffement pour m'acclimater au CO2 surtout, et pour repousser l'envie de respirer. C'est ce qui est le plus important chez moi, parce que je suis un apnéiste qui a envie de respirer très très vite, hein, comparé à pas mal de mes collègues. Et donc, j'ai vraiment besoin d'échauffement. Eux, à contrario, qui ont envie de respirer très très tard, ne doivent surtout pas s'échauffer, parce que s'ils repoussent encore plus leur envie de respirer, ça peut être dangereux, justement. Hmm. Euh, Moi, au contraire, voilà, j'ai vraiment besoin d'échauffement pour réussir à augmenter un peu ma zone de confort. Donc voilà, je m'échauffe pendant 1 heure, et puis après ma dernière apnée d'échauffement, j'ai 5 minutes. 5 minutes pendant lesquelles je sors de ma tente, je m'assois au bord du trou qui est juste devant la tente. Et là, je retire ma dry robe, je retire mes vêtements, je mets mes jambes dans l'eau d'abord, assis sur la glace. Je place mon masque sur mon visage, voilà, je m'asperge d'eau, euh, et puis je me glisse dans l'eau glacée tout doucement, et j'ai une échelle qui me permet de descendre tranquillement. Là, l'apnéiste de sécurité qui est dans le premier trou prend ma longe, l'accroche À à la la ligne ligne. de vie, voilà, qui est une ligne de vie qui est au-dessus de moi quand je nage, qui est vraiment contre la glace, au-dessus de moi. Et ligne de vie à laquelle je suis longé,
avec une longe qui est attachée à mon baudrier, qui est autour de ma taille. Et là, je me prépare, c'est les dernières minutes. Il y a le juge officiel, qui est un juge international CMAS, qui est venu spécialement pour l'occasion, Antero Jockey, qui est venu d'Allemagne spécialement pour l'occasion, me donne le compte à rebours par rapport au top officiel. Et voilà, et moi je suis dans l'eau, je ventile, je me prépare, et concentré. Et voilà, au top 0, je prends ma dernière inspiration et j'ai entre le top 0 et le plus 30 pour partir, j'ai 30 secondes. Voilà, puis je me gonfle et je pars à peu près à plus 20 environ. J'ai mis 20 secondes à me gonfler. Et là, je pars et puis je pars pour ma perf. Donc j'ai un câble, j'ai une ligne de vie au-dessus de moi et j'ai un câble guide en dessous de moi qui me permet de savoir où aller et de ne pas me perdre sous la glace. Voilà. Tu décris ton parcours entre ton départ et ton arrivée en 3 phases. Et si je ne me trompe pas, c'est quoi la partie la plus dure pour toi? Qu'est-ce que tu ressens à chaque étape? La partie la plus dure, c'est vraiment la partie du milieu, la deuxième phase. Parce qu'en gros, il y a une phase de confort, une phase de travail et une phase de finalisation dans les performances en apnée. La première phase est très cool, on n'a pas envie de respirer, tout va bien. Elle dure pas très très longtemps, en tout cas chez moi. Chez d'autres, elle dure beaucoup plus longtemps. Donc chez moi, c'est d'autant plus dur parce que j'ai vraiment envie de respirer très vite. Et c'est vraiment un de mes gros challenges dans mes performances d'une manière générale, c'est que je suis un apnéiste qui a envie de respirer très tôt. Donc là, par exemple, sous glace, sans combinaison, j'ai envie de respirer environ à 20 mètres, pour me donner un ordre d'idée. Donc entre 20 et 30 mètres, l'envie de respirer arrive et je vais à 105. Donc, Et quand cette envie de respirer, elle arrive, c'est quoi le truc qui fait clic dans ta tête et qui te calme et qui te permet de passer ça? l'envie de respirer en eau glacée, elle arrive beaucoup plus doucement et elle est beaucoup plus progressive qu'en eau tempérée déjà. Donc elle est beaucoup plus supportable. C'est-à-dire qu'elle commence à être vraiment difficile à supporter aux environs des 50-60 mètres. Voilà. C'est à partir de là qu'elle commence vraiment à être compliquée à gérer. En bassin, par exemple, elle commence à pointer le bout de son nez beaucoup plus tard. À la brasse, j'ai envie de respirer à 50 mètres, tu vois. Et elle commence à être vraiment insupportable à 100 mètres. Voilà. Pour te donner un ordre d'idée. C'est-à-dire que sous glace, j'ai envie de respirer à 20 mètres, elle commence à être insupportable à 50-60. En bassin, j'ai envie de respirer à 50, elle commence à être insupportable aux alentours des 90-100. Mais tu arrives à aller jusqu'à 300 en bassin. En bassin, je vais à 220 mètres, mon record à la Ok, brasse. ok, Les 300, c'était à la monopale, ok. ce qui est encore différent. Donc, je vais à 220 à la brasse en combinaison en bassin et je vais à 120 sous la glace en combinaison, pour te donner un ordre d'idée sur la différence Ok. de perf. Et je vais à 105 sans combinaison, du coup. Donc voilà, donc l'envie de respirer arrive vers 20 mètres. Ensuite, elle monte très très crescendo, très progressivement. Elle est vraiment supportable jusqu'à 50-60. Et à 50-60, elle devient vraiment dure à gérer. Et ça dure jusqu'à la fin. Ça dure jusqu'à la fin. Après, les 10 derniers mètres sont plus faciles parce que mentalement, on approche de la fin. Donc, comme dans tout, quand on est près de la fin, c'est moins dur. En tout cas, mentalement, même si l'envie de respirer est toujours au taquet. Mentalement, c'est moins dur à supporter parce qu'il reste que quelques mètres, que je me laisse glisser jusqu'à la fin, donc ça va. Donc la phase la plus dure, c'est vraiment entre 20-30 mètres et 80-90, quoi. C'est la phase la plus compliquée. Et tu te dis quoi entre ces deux moments-là? Ou qu'est-ce que tu fais pour passer à autre chose? C'est vraiment essayer de se vider la tête, d'avoir le moins de pensées parasites possible, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs. Donc c'est être simplement concentré sur le mouvement, sur l'instant présent, sur les sensations, sur la technique. Voilà, c'est tout. Et continuer coûte que coûte. C'est-à-dire que il faut même pas se poser de questions, quoi. Il ne faut pas se poser de questions. C'est-à-dire que même malgré la difficulté, l'exercice, c'est justement de réussir à faire abstraction de cette difficulté
et de continuer, en fait, coûte que coûte. C'est exactement le même process qu'en bassin, hein. Après, c'est pas le même process qu'en mer. En mer, c'est différent, mais en profondeur. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'apnée dynamique en bassin et l'apnée sous glace, c'est exactement le même process. C'est-à-dire que c'est tellement dur que si tu t'attardes sur la difficulté et que tu cogites par rapport à ça, bah, tu sors. Donc, c'est vraiment réussir, en fait, c'est du dépassement de soi à l'état pur. C'est du dépassement mental à l'état pur. C'est-à-dire réussir à faire abstraction de cette horrible difficulté et continuer, en fait, coûte que coûte, à réussir à rester relâché, propre techniquement, ne pas accélérer, ne pas paniquer, bien sûr. Mais bon, ça, les apnéistes qui commencent à s'entraîner régulièrement apprennent très très vite à ne pas paniquer malgré l'envie de respirer. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba du travail de l'apnéiste, hein. Donc voilà, voilà ce qui se passe dans la tête d'un apnéiste qui va loin. Après, en profondeur, c'est autre chose. C'est vraiment différent parce on a beaucoup moins envie de respirer. Donc l'exercice n'est pas du tout le même, hein. On est beaucoup plus focalisé sur son relâchement, sur la compensation des oreilles, bien sûr, et sur rester serein malgré la prise de risque, parce qu'on ne peut pas respirer au fond, on ne peut pas sortir. Donc il est plutôt là le challenge. Mais l'envie de respirer est beaucoup moins forte, beaucoup plus supportable. Et le challenge en profondeur n'est pas là. Il est plutôt dans la capacité de relâchement malgré la prise de risque, et dans la capacité de relâchement malgré la compression qui augmente et surtout réussir à gérer la compensation de la sphère ORL, donc les sinus et les oreilles, surtout les oreilles. Et il est plutôt là le challenge, en profondeur. Après, il y a un petit effort musculaire effectivement à la remontée qui peut être assez intense, relativement intense. Mais en tout cas, à la descente, on ne palme pas, c'est de la chute libre, c'est du statique, hein. Donc c'est vraiment focus sur son relâchement et rien d'autre. Et l'envie de respirer, en général, commence à être assez forte à la remontée. Donc vraiment sur la fin de la perf uniquement. Et là aussi, musculairement, il y a vraiment un effort conséquent à produire, voilà, pour s'arracher du fond et remonter à la surface. Mais il est bref, il est intense et bref. Donc, c'est pas du tout la même gestion de l'effort que nous en bassin ou sous glace. Et puis l'envie de respirer, pareil, elle est assez brève, donc c'est pas vraiment un problème en soi, en profondeur. Donc c'est vraiment deux choses différentes, avec des différents challenges qu'il faut savoir gérer dans chaque discipline. Comment tu fais la différence entre tu es dans l'eau, que ce soit, peu importe, pas forcément dans le record, où tu sens qu'il y a une pensée, comme tu dis, parasite ou un doute qui vient, et tu te dis non, je peux continuer, ou j'imagine que la ligne elle est très mince entre là, il faut que je remonte parce que je suis peut-être en train de me mettre en danger. Est-ce que tu arrives à, ça t'est déjà arrivé de te dire en plein milieu, pas forcément d'un record, de dire là, il faut que je remonte parce que ça va pas. Non, non, non. En fait, moi, je sais que je suis pas en danger. Je Ok. sais que j'ai une capacité à encaisser des taux d'hypoxie, enfin des saturations en O2 très très faibles. Hmm. Donc, je sais que je suis pas. Enfin, il y a peu de risques d'accident. Ok. Ce qui me fait sortir, moi, c'est la difficulté mentale de l'exercice de dépasser Hmm. l'envie de respirer. Hmm. C'est surtout ça. Je sais que je peux aller très très loin dans l'envie de respirer sans perdre connaissance, sans avoir de syncope hypoxique. Donc, j'en ai jamais eu, tu vois, sur 8 Hmm. records du monde. J'ai jamais eu de syncope. Donc, je sais même pas où est ma limite, en fait. Hmm. Je l'ai jamais atteinte. Donc, je sais que je peux aller très très loin en apnée. Je peux nager pendant près de 5 minutes à la brasse, tu vois, sans faire de syncope. Donc, j'ai une grosse capacité à encaisser l'hypoxie. J'ai beaucoup de chance par rapport à ça, c'est clair. Euh, mais je sais que du coup, je suis pas vraiment en danger. J'ai pas peur du danger par rapport à ça, en tout cas. Ok. C'est pas ça qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est surtout de craquer mentalement face justement à la difficulté de Mental. l'envie de respirer. Ouais. Voilà. C'est vraiment dépasser l'envie de respirer pour moi qui est très dur. C'est pas éviter la syncope. En fait, éviter la syncope, pour moi, c'est pas un problème. Est-ce que Il y en a pour qui c'est le problème. Il y en a qui n'ont pas envie de respirer, donc pour qui hmm. c'est le problème inverse. Il y en a qui n'ont pas envie d'aspirer ou très peu, ou qui ont envie d'aspirer très très tard. Euh,
mais qui par contre, du coup, doivent faire très très attention à la Mm. syncope parce qu'ils ne la voient pas arriver. Ils sont très vite dans le rouge d'un coup, mais ça arrive très loin dans l'apnée. Hein, je pense à mon camarade qui faisait beaucoup de compétitions avec moi à l'époque, Brice Lequette par exemple, ou je pense à des mecs comme Goran Čolak, le croate, même des mecs comme Guillaume Néry, hein, avec qui j'en ai parlé beaucoup et qui ont envie de respirer très tard, très Mm. tard. Ils ont des grosses tolérances au CO2, donc ils ont envie de respirer. Tu vois, si j'ai envie de respirer à 50, 75 mètres avec ma monopalme, eux, ils vont avoir envie de respirer à 150, 180, même 200 parfois, tu vois. Donc il y a vraiment une énorme différence par rapport à ça. Une chose est sûre, c'est que si c'est très agréable d'avoir une grosse zone de confort, parce que ça veut dire que tu peux faire C'est des plus apnées dangereux. très agréables, c'est beaucoup plus accidentogène. Ouais, Oui, finalement, toi, ton envie de respirer très tôt, c'est un garde-fou qui te sert, quoi. exactement. Mm. C'est une très bonne sécurité. Mm. Est-ce Parce que que... je lutte longtemps, Ouais. je vois la syncope arriver de loin, Mm. je lutte longtemps, très vite je suis en difficulté, et du coup je suis beaucoup plus en conscience euh, de ce que je suis en train de faire, en fait, de la difficulté de l'exercice, quoi. Vous avez des portes de sortie quand tu fais le record, tous les quoi, 20 mètres? Oui, il y a une issue de secours tous les 20 mètres, Et est-ce que entre, jusqu'à 80 mètres, et ensuite c'est tous les 10 mètres. est-ce qu'entre, comme tu dis, cette deuxième phase difficile entre 50 et 80, tu regardes les portes de sortie et tu te dis, c'est tentant. Non, j'ai un repère sur le câble guide en dessous. J'ai un repère en dessous de chaque issue de secours. Donc je sais, Ouais. sur le Tu sais où câble, j'ai tu un en es. repère accroché. Voilà, je sais Ok. qu'au-dessus, j'ai une issue de secours. Après, oui, en apnée, souvent, quand on commence à être un peu, quand on commence vraiment à être en difficulté, ça arrive de regarder devant pour regarder où on en est. Et ça m'est arrivé, en l'occurrence, hein, bien sûr, là, sur ces performances sous glace, sur la fin, de regarder où j'en suis et de lever un peu la tête, quoi. Ça m'est arrivé, ouais, bien sûr. Mais idéalement, il ne faut pas. Il ne faut pas accélérer, il ne faut pas regarder devant soi. C'est vraiment des règles. Ça fait partie des règles importantes à respecter quand on fait des grosses perfs en apnée et auxquelles il faut essayer de se tenir. Après, voilà, moi, j'avoue que là, à 90 mètres, j'ai regardé devant moi pour C'était où la regarder où était fin? la suite. Ouais. Alors, je ne me suis jamais retrouvé sous la glace et quand dans les vidéos que je regardais, il y a toute une équipe qui te suit au-dessus et qui marche et qui se précipite. Tu les entends ou pas, toi, au-dessus? Je les entends marcher, ouais. J'entends Ça, les gens marcher sur la glace. Ouais. ça te gêne? Non, 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 Non. Ok. non, non, pas de souci avec ça. Oui, Il y a du monde sur la glace et il y a du monde dans l'eau aussi, hein. oui. Ah, j'imagine que ceux dans l'eau sont sont comme toi, sont plus discrets. Oui, je les entends pas, je les vois pas. Ouais. Hum, hum. Au-delà du record, que ce soit en eau froide ou pas, Ouais. j'imagine que l'eau, pour toi, c'est un truc qui est super, super agréable. C'est quoi, qu'est-ce que tu ressens dans l'eau? Qu'est-ce que ça te procure? L'eau, le contact avec l'élément, c'est un peu la base c'est la base des bienfaits qu'on ressent quand on pratique l'apnée. Donc c'est vraiment, ça part du contact avec l'élément. C'est ça qui est le plus important selon moi. C'est-à-dire le fait de se soumettre à l'élément en bloquant sa ventilation. Déjà, il y a une certaine humilité à avoir, hein, parce qu'on se soumet complètement à l'élément, on s'adapte complètement à l'élément en bloquant sa ventilation pour être dans un milieu qui n'est pas le nôtre, pour lequel on n'est pas fait, euh, pour lequel on est beaucoup moins adapté qu'à l'air libre, hein, parce qu'on ne peut pas respirer. Donc, il y a vraiment une soumission à l'élément déjà. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a une notion d'humilité à avoir, hein, là-dedans, quand on fait de l'apnée, qui va de soi, en fait, hein, qui est évidente. Humilité face à l'élément, face à la nature. Et puis, il y a tout ce qui est évidemment le silence qui joue beaucoup.
L'apesanteur aussi, le sentiment d'apesanteur, c'est extraordinaire, hein. La glisse, le contact avec le fluide, hein, il y a quelque chose de très agréable là-dedans, ouais. Moi, j'ai l'habitude de dire de très placentaire, mais c'est vrai qu'il y a un truc assez placentaire là-dedans. Ouais. Après, je ne sais pas si c'est ça vraiment qui est agréable ou pas, mais en tout cas, symboliquement, il se passe quelque chose. En plus, on bloque sa ventilation, ce qui fait qu'on ne respire plus. Euh, et donc, on est en osmose, en fait, c'est ça. Ouais. C'est plutôt ça le terme. Je dirais qu'on est en osmose complète avec, avec l'élément. Et ça, ça apporte beaucoup quand on pratique régulièrement. C'est pas comme la natation, hein, attention, hein, parce Ouais. que là, on est vraiment dans un autre truc. Et donc, on est vraiment en osmose et c'est quelque chose qui impacte énormément le pratiquant quand on pratique régulièrement. Voilà, il y a des impacts assez vite sur le bien-être, la confiance en soi, la conscience de soi, l'apaisement, la qualité du sommeil aussi. Voilà, c'est les facteurs contextuels de la pratique, donc le contact avec l'élément, jouent déjà beaucoup. Ouais. Sans parler évidemment de ce que procure le fait de réussir à se dépasser dans un exercice très difficile qui est l'apnée à haut niveau. Quand on dépasse l'envie de respirer, qu'on apprend à mettre en place la gymnastique mentale pour réussir à, à, à faire cet exercice, à performer dans cet exercice. Là, il y a encore d'autres impacts qui sont encore plus hallucinants, hein, sur la santé mentale, sur tout ce qui va être gestion du stress, gestion de l'adversité, confiance en soi, etc. Il y a encore plus d'impact à ce niveau-là, mais déjà, les facteurs contextuels, eux, impactent déjà beaucoup. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de... Là, je parle de difficulté, mais dans l'apnée, on n'est pas obligé de performer à haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a une énorme différence entre l'apnée loisir et l'apnée compétition. Si l'apnée compétition, c'est un des sports les plus durs qui existent, en tout cas en ce qui concerne l'apnée dynamique en piscine ou l'apnée sous glace, par exemple, je ne parle pas de profondeur, encore une fois, euh, c'est pas la même chose, mais si l'apnée dynamique en compétition est un des sports les plus durs qui existent, c'est clair et net. L'apnée loisir, on n'est pas du tout dans la difficulté. C'est un sport accessible à tous, qui fait beaucoup de bien, qui est très agréable. On ne va pas du tout être dans des situations où il va falloir sortir de sa zone de confort, absolument, réussir à dépasser l'envie de respirer. Il n'y a rien de stakhanoviste là-dedans. C'est un truc très cool et très appréciable et très accessible, vraiment, hein. Donc, il y a un monde entre l'apnée loisir et l'apnée compétition. Voilà, c'est vraiment deux choses différentes, mais même en profondeur, en réalité. La profondeur à un niveau loisir, quand tu descends sur 10, 15, 20 mètres avec tes copains pour aller voir les poissons, ça n'a rien à voir avec voilà, mon pote Guillaume Néry, par exemple, ou Arnaud Gérald, qui descendent à plus de 110, 115 mètres pour aller chercher leur plaquette au fond et remonter. Donc, vraiment, c'est comme dans tous les sports, il y a un niveau loisir et il y a un niveau compétition. Les deux n'ont rien à voir. Et quelqu'un qui fait un footing le dimanche en forêt avec des copains, ça n'a rien à voir avec un mec qui va courir un marathon dans le désert, quoi, tu vois. Voilà, c'est pareil. Tu peux faire une balade, une randonnée dans l'arrière-pays niçois, et puis tu peux aller à l'assaut du K2 au Pakistan, tu vois. C'est pareil. Chaque fois, c'est vraiment il y a une énorme différence entre le loisir et la compétition dans tous les sports. Et le loisir est toujours agréable, sympathique, ludique, convivial. Et la compétition, c'est toujours quelque chose de difficile dans lequel il faut se dépasser. Bah, c'est exactement pareil. Est-ce que tu aimerais que cette discipline soit représentée aux Jeux Olympiques, par exemple? Pas forcément sous glace, ou sous glace, ça aurait pu être aux Jeux d'hiver, mais l'apnée de manière générale. Mais de toute façon, ça sert pas à grand chose de parler d'apnée sous glace parce que l'apnée sous glace n'est pas vraiment. Enfin, je veux dire, c'est trop marginal. Déjà, l'apnée c'est marginal. Si on commence à parler d'apnée sous glace, ça n'a pas de sens. Donc, ce que j'ai fait là sous glace, c'est un challenge personnel avant tout. Donc, c'est vraiment un défi perso. Après, c'est très très bien parce que les gens sont très étonnés de ce que j'ai fait. Donc, je peux en parler, raconter ce que ça fait. Voilà. En revanche, on peut parler d'apnée.
Ça oui, et on peut parler aussi d'immersion en eau froide, qui est Mm. quelque chose de beaucoup plus courant, de beaucoup plus accessible. Tu vois, l'apnée en eau glacée sous glace, on est 3 dans le monde, 10 dans le monde à faire ça. Mm. Je peux pas conseiller aux gens d'aller faire de l'apnée sous glace. Mm. En revanche, je peux conseiller aux gens de faire de l'apnée, bien sûr, et je peux conseiller aux gens de s'acclimater à l'eau froide et de se baigner en eau froide. Ça, c'est tout à fait possible, et ça existe, ça se fait de plus en plus. Les deux, hein, l'apnée, un sport qui explose complètement. Mm. La nage hivernale aussi, c'est très à la mode. Les bains en eau glacée, c'est très à la mode. Donc voilà, je peux par contre évidemment conseiller aux gens de dire que là, je veux dire que là, il y a un vrai sujet de société, tu vois. Après, l'apnée en tant que sport au JO, eh ben, on était en compétition pour rentrer comme sport de démonstration pour Paris. Ok. Il y a eu des discussions. J'ai été au CIO en Italie avec la Fédération française d'apnée pour essayer de défendre un petit peu le projet. On en a parlé avec les huiles du CIO. Voilà, il y a eu des discussions, etc. Et on s'est fait voler la place par la breakdance. Voilà, on n'y sera pas. Donc, il y aura le breakdance aux Jeux Olympiques, quoi, c'est ça? Voilà, il y aura la breakdance comme sport de démonstration apparemment. Ok. Et c'est eux qui nous ont pris la place. Voilà. On est un peu dégoûtés. Ok. Mais c'est très très bien pour les Oui, danseurs. bien sûr. Tant mieux pour eux. Mais ce sera donc la breakdance, et ce ne sera pas l'apnée sportive, malheureusement. Tu le dis avec une pointe d'ironie, quand même. Non, non, pas du tout. Non, c'est Non, justement là. jamais. Non, non, mais en tout cas, c'était bien parti. Déjà, on est sport de haut niveau depuis quelques temps, là, ce qui est très bien. On a le statut de sport de haut niveau qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est quand même cool. Mm. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est marrant, hein, c'est un sport que tout le monde connaît qui fait rêver les gens. C'est un sport dont les images font le tour du monde et un buzz complet. Enfin, tu vois, tu mets un apnéiste avec un cachalot, tu as des millions de vues sur YouTube. Enfin, c'est un Mm. truc qui pète le score vraiment, hein. Mm. Tous les apnéistes de haut niveau font des conférences dans toute la France. On nous demande. Enfin, tu vois, c'est un sport qui fait le buzz. Mais pourtant, encore l'année dernière, on n'avait pas le statut de sportif de haut niveau. C'est ouf. Mais pourtant, c'est pas au JO. Mais pourtant, on n'a pas de régie publicitaire sur les compétitions. Tu vois. Mm. Donc en fait, c'est très paradoxal tout ça. Il y a un énorme engouement du public, des médias et des partenaires sur des événements apnée, sur des films en apnée, sur des images en apnée. Mais à côté de ça, il y a plein de, enfin, il y a plein de trucs qui manquent et qui pourraient être améliorés, quoi. Mm. Notamment au niveau du développement du sport sur ce qui concerne la compétition. La compétition et le haut niveau, là, il y a plein de choses à faire. Ouais. Tu En disais, médiatisation. Ouais. oui, oui, c'est ça, ouais. Comme tu dis, là, tu as un job de communicant, d'influenceur presque pour promouvoir ce que tu fais et la discipline de manière générale. Ouais, ouais, bien sûr. Mais il y a... Ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'il y a une énorme différence entre Mm. l'apnée spectacle et l'apnée compétition. Voilà. C'est ça. Et, et l'apnée spectacle marche très très bien. Oui. C'est-à-dire que tu vas voir un Guillaume Néry, un Arnaud Gérald, une Alice Modolo, un Morgan Bourquis, un Pierre Frolat, un Arthur Guérin, un Stéphane Toureau qui vont faire des beaux projets de communication avec des partenaires qui vont très très bien fonctionner, hein, qui vont être relayés dans les médias, les images vont faire le tour du monde, ça attire le public, ça attire les médias, ça attire les sponsors, ça marche très très bien. Mais en compète, il n'y a Mais à personne. côté de ça, le développement de la compétition, la médiatisation de la compétition en tout cas, euh, ne se fait pas comme elle devrait. C'est-à-dire Mm. qu'on devrait avoir depuis longtemps les compétitions d'apnée retransmises en direct sur des chaînes de sport extrême ou voilà, Oui. sponsorisées par Red Bull ou autres, Ah pour oui, pas les citer, faut aller avec chercher Red Bull, hein. de la régie publicitaire, des sponsors, des gros sponsors, des prize money, de la retransmission sur grand écran en direct, tu vois, voilà, et sur des chaînes de télévision avec, voilà, on devrait réussir à se développer comme ça et ça met du temps, il y a une certaine inertie.
Ce qui veut pas dire que ça sera pas le cas, hein, mais par rapport au développement de l'apnée spectacle, justement, qui existe lui à côté et qui se fait très bien, c'est pas vraiment en corrélation. Voilà, on devrait avoir beaucoup plus de visibilité que ça sur la compétition. Ton record, il n'était pas en live, j'imagine, sur un Facebook ou un YouTube? On n'a pas fait de live sur le premier, le 90 mètres, mais je crois que si je dis pas de bêtises, on a fait un live sur. Sur celui-là. Si, on a fait un live sur le deuxième. Ok. Si, on a fait un live sur le 105. Ouais, je crois bien. Si je dis pas de bêtises. Mais live Instagram, hein. Oui, Pas, bah, pas de live en télé. Non, non. Non, j'ai bien compris. Si les autres, eux, ils veulent pas le faire, que tu puisses le faire toi, bien sûr. Non, pas de live en télé, mais on a eu. Non, mais là, on a été très médiatisé sur mon record, donc il n'y a pas de souci. Après, ce que j'ai fait là, tu vois, c'est bizarre parce que paradoxalement, une tentative de record isolé d'apnée sous glace est beaucoup plus médiatisée qu'une compétition d'apnée classique en mer ou en piscine, tu vois. C'est-à-dire beaucoup plus, ouais. C'est-à-dire que là, nous, on avait l'AFP avec nous, ça a été relayé dans les JT. Tu vois, là, je fais beaucoup de radio, de télévision, d'interviews, donc ça marche très très bien, parce que c'est spectaculaire et parce que justement, c'est une tentative de record isolé. Mais une compétition, les championnats de France d'apnée qu'il y a tous les ans à Nice, en On n'en profondeur, pas, ouais. bah, on n'en entend pas parler, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est dommage. Tu disais que tu avais d'autres projets et je comprenais que tout ce qui était contact de la vie sous-marine, ça t'attirait. Ouais, c'est Ce vrai, serait quoi? ouais, bah, là, le gros projet à venir, c'est un projet de série documentaire que je suis en train d'essayer de lancer. Euh, Pas que je suis en train d'essayer de lancer, qu'on essaie de lancer pour moi, même si j'ai bossé dessus quand même un petit peu, évidemment. Enfin, j'ai apporté le concept, j'ai monté le dossier, je me suis débrouillé pour tout trouver la boîte de prod. Voilà, enfin, si, j'ai tout fait, en fait, quasiment. Mais là, maintenant, la boîte de prod est en train d'essayer de vendre le projet à un diffuseur, surtout. Donc, ce serait une série documentaire dans laquelle je partirais faire un tour du monde des océans en apnée. Okay. À la découverte des grands animaux, bien sûr, de la faune et de la flore, mais aussi à la rencontre des gens qui vivent avec les océans dans ces endroits-là, et essayer de comprendre leur quotidien, leurs problématiques écologiques, bien sûr, essayer de me confronter un petit peu au désastre écologique qui est en marche, et d'aller découvrir tout ça, en fait, avec mes capacités extraordinaires d'apnéiste, on va dire, entre guillemets, bien sûr, mais aussi avec un regard, somme toute, assez innocent, hein, parce que moi, j'ai grandi à Paris toute ma vie, donc j'y connais rien aux océans. Donc, il y a vraiment une démarche très authentique derrière, de découverte, où, en fait, cette série documentaire va me permettre concrètement, moi, de découvrir les océans, d'en apprendre beaucoup plus. Donc, c'est vraiment un tour du monde des océans avec mes capacités d'apnéiste, mais avec le regard candide du citadin quand même qui découvre un petit peu tout ça. Donc il y a quand même, il y a vraiment une démarche très authentique, très légitime de découverte derrière, et c'est ça un petit peu le concept de ce projet-là, quoi. Cool. Tu as quoi comme point de chute, si tu veux le dire, hein, si tu dévoiles pas trop? Comme destination, tu veux dire? Exactement, ouais. On a pensé à plein de trucs, la Polynésie évidemment, parce que bon, là-bas il y a beaucoup de gros animaux, il y a beaucoup de chasseurs, il y a des méthodes traditionnelles de protection de l'environnement qui sont très respectées. Voilà, ils vivent vraiment en parfaite harmonie avec le biotope sous-marin. Voilà, il y a beaucoup de whale watching aussi. J'ai envie de parler un petit peu de whale watching là-bas, voilà, du tourisme baleinier. Enfin, donc il y a Tahiti, évidemment. On a pensé à plein de trucs en Indonésie, euh, à Pulau Bunggin, où j'aimerais aller. Il y a des pêcheurs de corail là-bas, notamment. La réserve de Palaos, l'Australie, la Grande Barrière de Corail, l'Antarctique, les Açores. Enfin, je veux dire, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Le lac Baïkal, d'ailleurs, aussi, même si c'est pas de l'eau salée. Je voulais aller à la découverte du lac Baïkal. Alors, en ce moment, ça va peut-être être un petit peu difficile, mais
Ça faisait partie des destinations. Les plongeuses à mât au Japon, bien sûr. L'Antarctique, je ne sais pas si je l'ai dit déjà. Mais voilà, ouais, il y a plein de choses à faire. Ouais. C'est quoi ta rencontre la plus insolite que tu aies fait sous l'eau? Ou le moment le plus insolite? Euh, Bah, les trucs très originaux que j'ai fait. Bah, après, encore une fois, c'est ce que je viens de dire. Moi, j'ai tout à découvrir encore, hein, tu sais. Mm. Alors, j'ai fait des trucs quand même, hein, mais justement, c'est la démarche de cette série De ce documentaire, documentaire. c'est que j'y aille justement Mm. découvrir des choses étonnantes. Après, j'ai fait quelques trucs quand même, hein, justement en Polynésie, voilà, j'ai été à la rencontre des grands requins, j'ai vu une ou deux baleines sous l'eau, c'était extraordinaire. Mm. J'ai plongé dans les cénotes au Mexique, c'était un des trucs les plus fous que j'ai fait, je crois. Euh, j'ai vu des trucs aussi en Australie parce que j'y ai vécu un peu plus jeune. Donc j'ai vu quand même des trucs assez incroyables. Donc j'ai vu des choses quand même. Mm. Mais il me reste plein de trucs à découvrir.